très simplifié pour comprendre le contexte. Cette année, la Russie gagne chaque jour entre 500 et 600 millions d'euros grâce à l'exportation de tous les combustibles fossiles. Environ 200 à 250 millions de cette somme proviennent de la vente de pétrole brut, dont 80% vont vers deux pays, la Chine et l'Inde, et un peu est encore pris par l'Union européenne et la Turquie. Le pourcentage exact s'affiche à l'écran. La vente de produits pétroliers, diesel, mazout et ainsi de suite, c'est encore environ 200 millions par jour. Mais ici, les principaux acheteurs sont la Turquie, qui prend 26% du volume total des exportations russes, la Chine 13% et le Brésil encore 12%. Ainsi, si l'objectif est de limiter les revenus du budget russe, il est important de se rappeler l'exportation de produits pétroliers rapporte à la Fédération de Russie à peine moins que l'exportation de pétrole brut. Mais y a-t-il une chance de réduire ne serait-ce qu'un peu ces deux flux qui alimentent la machine de guerre russe ? Et vous savez, depuis peu, on peut au moins l'espérer. Et tout cela grâce à la politique avisée de cette femme remarquable, Ursula von der Leyen. Je vais vous expliquer. Nous avons abordé une question cruciale sur le soutien de la Chine à l'agression russe contre l'Ukraine. Cela a un impact direct et dangereux sur la sécurité de l'Europe. Et ensemble, nous avons exprimé l'espoir que la Chine réagira à nos préoccupations et utilisera son influence pour amener la Russie à accepter un cessez-le-feu, à s'asseoir à la table des négociations, à entamer des pourparlers de paix et à mettre fin à l'effusion de sang. La manière dont la Chine continuera d'interagir avec Poutine sera un facteur déterminant de nos relations futures. Pour que vous compreniez, cette déclaration, Ursula von der Leyen l'a faite en marge du sommet Union européenne-Chine qui s'est tenu à Pékin. Initialement prévu sur 2 jours, l'événement a été réduit à une seule journée. En effet, la position ferme de l'Union européenne n'a laissé aucune chance à la Chine de réaliser, si vous me permettez, un coup d'État sur l'échiquier géopolitique. Malgré tout, les conditions nécessaires étaient présentes. Donald Trump, en arrivant à la Maison-Blanche, a remis en question l'engagement des États-Unis envers l'OTAN et a déclenché une guerre commerciale avec l'Union européenne. La Chine y a vu une opportunité de rallier l'Europe, avec des avantages qui semblaient évidents. Pékin aurait pu offrir à l'Union européenne des garanties de sécurité, en retenant Poutine d'attaquer, ainsi qu'une volonté d'engager un dialogue plus pragmatique sur les accords commerciaux. Xi Jinping a proposé un marché aux démocraties européennes, la sécurité et un commerce avantageux en échange d'un changement de priorité en politique étrangère. On pourrait penser que les Européens, habitués au confort, auraient pu accepter un tel compromis pour préserver leur mode de vie habituel, mais il n'en a rien été. Le sommet Union européenne-Chine est un échec total. Madame von der Leyen exprime clairement que Pékin doit d'abord amener Poutine à la table des négociations avant de discuter des relations commerciales avec l'Union européenne. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous parlons du commerce entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Ensemble, nous représentons les 2 plus grandes économies du monde. Si l'on regarde les volumes d'échange, c'est le plus grand flux commercial de la planète, représentant 1700 milliards de dollars entre nous. 3 jours seulement après le sommet Union européenne, Chine, Ursula von der Leyen et Donald Trump ont annoncé un nouvel accord commercial. Les parties ont convenu de droits de douane de 15% sur la plupart des produits européens. L'accord industriel inclut aussi des engagements majeurs d'investissement. Les entreprises européennes doivent acheter des sources d'énergie américaines pour un montant de 750 milliards de dollars sur 3 ans et investir encore 600 milliards aux États-Unis, bien que le second point soit incertain. Bien sûr, de telles conditions représentent un coût économique objectif pour l'Europe, mais dans les circonstances actuelles, Madame von der Leyen a tiré le maximum du possible. Évidemment, je ne considère pas cet accord sous l'angle des intérêts des entreprises européennes. L'essentiel ici est le rapprochement des positions de Washington et Bruxelles, qui influent directement sur les décisions de Trump envers la Russie. Comme je vous l'ai demandé dans cette vidéo, n'oubliez pas de remercier les pilotes israéliens. Si, quelques semaines après une opération réussie contre l'Iran, le vieux Donnie devient plus dur envers Poutine, c'est exactement ce qui s'est passé. Merci beaucoup à l'armée de l'air israélienne. La réduction de l'ultimatum à 12 jours pour le dictateur du Kremlin par le 47e président des États-Unis est déjà le mérite de Madame Ursula. Donc, Dankeschön. Car bien sûr, le changement de position actuel de Trump est le résultat de longues discussions et de la persuasion des dirigeants européens, ainsi que du principe de la présidente de la Commission européenne, qui n'a pas accepté un accord facile, mais contraignant avec l'Empire du Milieu. Et maintenant, la question est, que faire ? Le nouveau délai à partir d'aujourd'hui sera de 10 à 12 jours. Il n'y a aucune raison d'attendre 50 jours.
J'aimerais être généreux, mais nous ne voyons tout simplement aucun progrès. Bien sûr, je pense que vous comprenez que le changement de rhétorique de Trump n'est pas seulement le résultat de leçons moralisatrices des capitales démocratiques sur la lutte héroïque de la victime contre l'agresseur brutal. En effet, Donald raisonne différemment, toujours axé sur l'argent. L'Europe a pu lui proposer une bonne affaire. J'ai mentionné plus haut que, selon l'accord commercial, l'Union européenne s'engage à acheter aux États-Unis des ressources énergétiques pour un montant de 750 milliards de dollars sur 3 ans, soit 250 milliards par an. Mais comment réaliser cela, alors que l'Union européenne a dépensé 375 milliards pour les ressources énergétiques en 2024 ? La part du gaz naturel liquéfié provenant des États-Unis est de 45%, rapportant à Washington environ 54 milliards. Mais la part principale du pétrole brut et des produits pétroliers, qui sont plus chers que le gaz, l'Union européenne les reçoit d'autres pays, Norvège, Algérie, Arabie Saoudite, Libye. Ces livraisons sont très souvent effectuées selon des contrats à terme déjà conclus. C'est-à-dire que pour acheter des ressources énergétiques aux États-Unis pour un montant de 250 milliards par an, il faudrait presque complètement renoncer aux autres sources, ce qui est impossible. Bruxelles n'a pas dupé Donald Trump, il s'agit plutôt d'un calcul stratégique de leur part. Maintenant, lorsque l'Europe ne parviendra pas à augmenter ses achats de ressources énergétiques américaines, ils vont pointer du doigt des messieurs comme Viktor Orban et Robert Fico, des dirigeants qui continuent d'acheter du pétrole russe. En effet, quand on a d'abord examiné le graphique des achats de pétrole brut par l'Union européenne, il fallait considérer cette colonne-ci. C'est principalement l'importation d'or noir dans des pays comme la Hongrie et la Slovaquie. Viktor Orban affirme que Donald Trump, candidat républicain à la présidence, ne soutiendra pas l'Ukraine, ce qui mettra fin à la guerre selon lui. Selon Viktor Orban, Donald Trump ne financera pas la guerre entre l'Ukraine et la Russie et sans l'aide américaine, les Européens ne pourront pas la financer seuls. Ici, il devait y avoir une blague inappropriée sur une vieille prostituée. Mais tant que la guerre continue, j'essaie de m'abstenir de faire de l'humour dans mes vidéos. Autrement dit, l'Union européenne fait tout pour inciter Donald Trump à évincer les ressources énergétiques russes de son marché. Et parallèlement à cela, résoudre, pour ainsi dire, ses propres problèmes internes créés par deux dirigeants pro-russes. Les 8 milliards d'euros dépensés par la Slovaquie et la Hongrie pour acheter des ressources énergétiques à la Russie ne suffiront pas à Bruxelles pour tenir ses promesses envers Donald Trump. Mais ce n'est pas tout. Au début de la vidéo, nous avons parlé du fait que le principal acheteur de produits pétroliers russes n'est pas la Chine, mais la Turquie. C'est un schéma classique pour contourner les sanctions. Les produits pétroliers sont réenregistrés dans les ports turcs au nom de sociétés basées à Ankara, puis envoyés en Europe. On veut aussi les évincer du marché de l'Union européenne en menant des enquêtes entières contre ce genre de fraude à plusieurs milliards de dollars. Quel est l'intérêt de Bruxelles d'acheter des hydrocarbures plus chers aux États-Unis alors qu'il serait plus avantageux de payer moins pour ceux de la Russie, ou plutôt, sur le papier, de la Turquie ? C'est une vision assez biaisée de la situation. Certains perçoivent les relations entre les pays comme des relations entre individus, mais c'est fondamentalement incorrect. Ursula von der Leyen n'achète pas directement de pétrole à Ankara, mais ce sont les entreprises européennes qui s'en chargent. Il est impossible de les sanctionner si tous les documents sont en règle. Mais Bruxelles est vraiment déterminée à rompre les liens économiques avec la Russie, comme en témoigne l'abandon total du gazoduc et la baisse colossale des achats d'or noir. Mais les failles bureaucratiques ne permettent parfois pas d'éradiquer complètement ce type d'importation grise. C'est précisément pour cela qu'il faut une artillerie lourde comme celle de Trump, qui, soit dit en passant, n'a pas encore obtenu d'accord commercial avec Erdogan. Et il est tout à fait probable que les dirigeants européens parviennent à convaincre Donald de faire pression sur le sultan turc et de le forcer à abandonner le schéma de réexportation des produits pétroliers russes. Cela sera à nouveau avantageux pour les États-Unis, permettant à l'Union européenne d'accroître ses achats d'énergie américaine. Mais encore une fois, est-ce que les Européens font cela pour aider l'Ukraine qui se vide de son sang ? Eh bien, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes naïves parmi mon public. Non, les Européens veulent s'aider eux-mêmes, car ils ressentent vraiment un danger venant de la Russie. Comme mentionné dans la vidéo précédente. Je comprends que certains d'entre vous aient vu mes arguments comme alarmistes, croyant que Poutine n'attaquera pas l'OTAN et ne prendra jamais la région de Donetsk. Mais, mince, encore une fois, ce n'est pas moi qui parle de la menace contre la partie européenne de l'Alliance de la part de la Russie, ce sont les services de renseignement européens. Selon la nouvelle stratégie de sécurité de la France, le risque d'un conflit ouvert avec la Russie en Europe centrale d'ici 2030 est devenu le scénario principal. Les cyberattaques russes contre l'Europe persistent, avec des sabotages dans les entreprises de défense et en mer Baltique. Des drones de reconnaissance russes survolent déjà la Lituanie.
Eh bien, le magazine Bild cite les propos du commandant en chef des forces de l'OTAN en Europe, le général Aleksius Grynkevich. Selon le général, l'Union européenne et les États-Unis n'ont plus que 18 mois pour se préparer à un conflit militaire mondial avec la Chine et la Russie. Vladimir Poutine et Xi Jinping porteront une frappe coordonnée et parallèle. Je ne veux tout simplement pas que vous preniez cette vidéo et mes précédentes comme une volonté d'effrayer qui que ce soit. Non. L'Europe est déjà effrayée sans moi, et leurs tentatives de pousser Trump à agir plus fermement contre la Russie ne viennent pas d'un grand souci pour les Ukrainiens, ni d'un désir de les aider à tout prix. Non, ils veulent s'aider eux-mêmes, et ils ont raison de le faire. L'introduction de sanctions de l'Union européenne contre la raffinerie indienne de Gujarat, détenue par des Russes, s'inscrit dans cette stratégie. Et Trump non plus n'a pas tardé à réagir en imposant des droits de douane contre l'Inde, notamment pour l'achat de pétrole russe. Mais là, c'est déjà sérieux. En effet, je rappelle que 38% de tout le pétrole brut exporté par la Russie va en Inde. Mais surtout, comme vous le savez, le ministre de l'énergie de ce pays a déjà assuré qu'ils sont prêts à renoncer aux livraisons d'or noir en provenance de Russie. Et bien sûr, c'était une passe évidente à Donald Trump à la veille de l'accord commercial entre Washington et New Delhi, qui, à son tour, servira les intérêts de l'Europe et de ses citoyens. Bien que tous les Européens n'en soient pas conscients, car certains ne le comprennent pas. Pourquoi payer plus cher alors qu'on peut acheter le gaz et les produits pétroliers russes à un prix inférieur? Et pour que ces citoyens ne s'indignent pas trop des actions de Bruxelles, il faut recourir à de telles astuces. Il faut Donald Trump qui sera le bulldozer poussant les ressources énergétiques russes hors du marché de l'Union européenne. En effet, une fois que les dirigeants démocratiques ont compris que la Russie est déjà de facto un proxy de la Chine, il est vital de priver Poutine des super profits qui servent à financer la guerre. La Chine estime qu'elle mène une guerre par procuration à l'aide de la Russie. Et nous voyons dans certaines déclarations du gouvernement chinois qu'ils veulent occuper les États-Unis et nos alliés avec cette guerre, afin que nous ne puissions pas nous concentrer sur d'autres tâches stratégiques. J'espère que vous comprenez que mon discours ne concerne pas le fait qu'en 8 jours, la Fédération de Russie perdra instantanément la moitié de ses revenus issus de la vente d'hydrocarbures. Non, ce sera une éviction très lente des ressources énergétiques russes du vaste marché européen, ce qui entraînera par la suite une réduction du budget de la Fédération de Russie. Quant au fait que la Chine refuserait d'acheter du pétrole russe, il me semble que cela n'est même pas envisageable. Précisément parce qu'une Russie totalement dépendante, soumise et pro-chinoise est un atout extrêmement important pour Pékin, c'est son proxy fiable. Dans la vidéo précédente, nous n'avons pas fini et n'avons pas abordé le principal bénéficiaire d'une éventuelle invasion par l'armée russe, ou de combattants sans signe distinctif sur le territoire de l'un des pays de l'OTAN. C'est bien sûr la Chine qui pourrait profiter de ce conflit pour envahir le territoire de Taïwan. C'est précisément le scénario évoqué par le général Aleksius Grynkevich. Et bien sûr, la Russie peut être utilisée comme un levier de pression sur l'Europe. Ursula von der Leyen sera-t-elle aussi intransigeante sur les relations commerciales avec la Chine si des combattants russes envahissent l'un des pays baltes? Est-ce que tout l'appareil bureaucratique européen ne courra pas alors à Pékin pour supplier d'apaiser l'ours déchaîné? Xi Jinping peut très bien envisager un tel scénario, car il est vital pour l'empire du milieu de plier économiquement l'Europe. Vous savez, l'économie chinoise traverse une période assez difficile. La demande est faible, le chômage augmente et la croissance a considérablement ralenti. Mais en Chine, les gens comprennent mieux ce qui se passe sur le terrain et que tous ces phénomènes doivent être considérés dans un contexte plus large. Les moteurs de l'économie chinoise au cours des 20 à 30 dernières années, voire plus, ont été l'immobilier, qui représente entre un quart et un tiers de notre produit intérieur brut, la production à faible technologie et les plateformes Internet pour les consommateurs, apparues au cours des 2 dernières décennies. Ils se sont essoufflés. C'est pourquoi ils ont dû apporter des ajustements. Ce n'est pas un simple ajustement, mais un ajustement fondamental pour faire passer l'économie à un nouveau modèle de croissance. Et maintenant, nous subissons une douleur à court terme, très intense, une douleur à court terme, voire même à moyen terme, due à cette transition. Mais cette transition reste néanmoins nécessaire à long terme. C'est une transition qui consiste en partie à produire des biens de haute technologie à forte valeur ajoutée, puis à les vendre aussi bien aux consommateurs chinois qu'au reste du monde. Cela provoque inévitablement des tensions qui entraîneront un renforcement des divergences géopolitiques et économiques avec l'Occident. C'est possible. Eric Li, directeur d'un grand fonds de capital risque chinois, explique clairement les intérêts de la Chine en Europe dans ses propos. Il y a effectivement des changements structurels dans l'économie de l'Empire du Milieu.
Pékin cherche à passer d'un modèle de croissance basé sur la consommation de masse et la construction à un nouveau modèle axé sur l'augmentation des exportations à haute technologie. Mais pour cela, il faut des marchés de vente à forte marge. Si les jouets et les vêtements chinois peuvent être achetés partout dans le monde, la vente de voitures, en revanche, nécessite une population solvable. Elle ne se trouve que dans les pays développés. Cela signifie que la Chine a absolument besoin d'un accès libre au marché européen, mais celui-ci se ferme de plus en plus. L'Union européenne impose des droits de douane protecteurs, notamment sur les voitures électriques chinoises, pour protéger sa propre production. Et si l'on regarde le graphique des exportations de produits de haute technologie, on peut voir que la Chine stagne à cet égard. Cela est influencé par les droits de douane et la relocalisation des productions. Mais si la Chine veut continuer à croître, si la Chine veut sortir du piège du revenu intermédiaire, il lui faut s'approprier de plus en plus de marchés solvables où elle pourra écouler ses produits de haute technologie. D'ailleurs, c'est amusant que la Chine prétendument communiste puisse suivre la logique que Marx critiquait, selon laquelle ce sont précisément les États capitalistes, agissant dans l'intérêt de leurs grandes entreprises nationales et de leurs élites financières qui cherchent à accéder à de nouveaux marchés. Mais en raison de leur rareté, cela conduit inévitablement à de grandes guerres. La Chine, en déclin démographique, pourrait adopter une approche soi-disant purement capitaliste si elle veut devenir un exportateur net de haute technologie. Et, disons-le ainsi, intimider l'Union européenne avec son chien de garde qu'elle tient en laisse. Mais le nombre de Russes qui pourraient périr dans les champs quelque part près de Vilnius pour que l'Europe supprime les droits de douane sur les vieilles voitures chinoises, cela ne préoccupe guère le grand dragon. Mais le plus drôle, c'est que cela n'inquiète pas non plus Poutine, car il est prêt à sacrifier l'avenir de son pays. Je cite, « en détournant les États-Unis de la Chine et en déstabilisant l'Occident ». Maire a terminé la préparation du concept de développement socio-économique à long terme de la Russie jusqu'en 2020. L'objectif principal demeure le doublement du produit intérieur brut ainsi que la réduction de l'inflation à 3% annuellement. De plus, le document met l'accent sur l'aspect social. Le salaire moyen en Russie passera de 526 à 2700 $, permettant à la moitié de la population d'accéder à la classe moyenne. Les transformations se dérouleront en 3 étapes. Au cours des 4 prochaines années, il y aura une préparation à la grande percée, puis une période de 5 ans d'efforts intensifs, et à partir de 2018, on pourra se reposer sur ses lauriers. Depuis le début de l'invasion à grande échelle, je n'ai jamais parlé de l'économie russe et de sa résilience sur cette chaîne. En effet, ceux qui se souviennent de mes anciennes vidéos savent que depuis 2017, j'ai toujours dit que les sanctions ne visaient pas à forcer le dictateur à arrêter la guerre. Il s'agissait alors d'une guerre hybride contre l'Ukraine. Non, les sanctions jouent le rôle de poids qui freine le pays, alors que tout autour continue de croître et de se développer. Malheureusement, Poutine ne cessera pas de tuer des Ukrainiens après que Trump aura imposé des sanctions secondaires contre les pays qui achètent du pétrole russe. Mais cela aura certainement un impact sur la durée et l'intensité du massacre, et c'est déjà pas mal. Et puis, lorsque la guerre sera terminée, les Russes qui y ont été impliqués seront encore longtemps occupés à gérer le chaos créé par leur image. Et cela donnera aux pays autour de la Fédération de Russie le temps de se distancer autant que possible de leurs voisins et de se protéger contre un autre Poutine qui voudrait à nouveau récupérer les territoires perdus. J'espère qu'ils saisiront cette opportunité. Mais comme toujours, c'est à eux de décider d'être ou